Tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the signs whenever the smoke clear out of my face and my picture. It is touching the truth. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu dis la vérité. Tu aurais dû les rouler jusqu'à mon âme, jusqu'à ce que nous décidions, chaque fois que la fumée se dissipe de mon visage et de mon image. L'histoire nous plonge dans ce protagoniste confus qui ne comprend pas comment une fille à moitié nue est en train de l'enlacer et en plus de lui dire qu'elle l'aime. Cela le trouble car il y a peu de temps, il vivait dans un autre monde, comme un simple lycéen. Très bonne personne, mais avec des traits physiques qui se prêtaient au harcèlement et au rejet. Vous savez, la société. Cependant, ce dernier jour, il se souvient qu'une étrange voix connu sous le nom de Dieu, s'adresse à sa classe en disant qu'ils seront tous envoyés dans un nouveau monde en tant que héros. Ils auront donc des niveaux de puissance, des statistiques et même des classes. Cependant, ils devaient former des groupes et ce Ichi, étant le plus faible avec un niveau 1 dans toutes ses statistiques, se retrouve seul et n'est pas transporté dans le nouveau monde. C'est pourquoi la voix lui accorde un pouvoir spécial pour compenser son absence de compagnon. Donc, il est probable que nous ayons un protagoniste épique. C'est ainsi que tous sont emmenés dans cette terre de fantaisie, mais seul le protagoniste tombe dans la jungle où il doit trouver de la nourriture et affronter des bêtes au grand pouvoir. Cela dit, il s'adapte rapidement et commence à découvrir son environnement, comme par exemple ses fruits de l'évolution, qui l'aideront à augmenter ses statistiques jusqu'à atteindre de nouveaux niveaux. Mais pour les obtenir, il doit chasser des bêtes qui, à leur tour, laissent tomber des objets assez utiles. Après s'être un peu amélioré, il remarque qu'avec l'aide du fruit, même son état physique commence à changer, mais il reste toujours au niveau 1. Pendant ce temps, ses compagnons, qui ont été envoyés directement en ville, doivent profiter de toutes les commodités possibles. Ici, nous avons ce groupe qui sont les seuls amis du protagoniste, mais d'une ancienne école. C'est ainsi que 5 mois passent et que le protagoniste a consommé beaucoup de fruits de guérison, d'objets de vie et de reliques. Pourtant, il reste toujours au niveau 1. Cela dit, il a acquis pas mal de compétences, car le pouvoir spécial que lui a donné le dieu lui permet de tout comprendre plus facilement. Quant aux bêtes, pour l'instant, elles deviennent faciles à affronter pour lui. Jusqu'à ce qu'apparaisse ce grand gorille de niveau 700, un adversaire monstrueux qui vient le défier et lui prouver qu'il est encore très faible, car une bataille très difficile commence pour Seichi, où Zaira, c'est ainsi qu'il s'appelle, montre sa domination dans la forêt. Même si Seichi a obtenu une très bonne épée, il ne sait pas encore la manier et se retrouve complètement acculé. En dernier recours, il utilise son pouvoir fétide, faisant tomber la gorille amoureuse de lui. Elle l'emmène dans sa tanière et le traite comme son mari. Cela met Ichi mal à l'aise, qui préfère s'échapper, et cependant, il finit par partager beaucoup de choses avec la gorille, allant même jusqu'à s'y attacher fortement. Pas pour une relation, mais plutôt comme une excellente compagne. Pendant que ses camarades sont un peu bloqués, car même s'ils ont été appelés pour affronter le grand démon, ils ne font que des entraînements de base, ils ne font pas de réels progrès. Contrairement au protagoniste, qui apprend même la magie de niveau basique et intermédiaire avec Zaira, après un certain temps, Seichi décide aussi de s'échapper, se retrouvant face à la tanière d'un boss de niveau 1500, évidemment bien supérieur au protagoniste de niveau 1, et qui essaie immédiatement de le tuer. Malheureusement, Zaira s'interpose et finit par recevoir une blessure mortelle, montrant à quel point elle tenait au protagoniste. Il perd le contrôle et même s'il sait qu'il va mourir, il affronte le squelette de toutes ses forces. Même s'il parvient à arrêter les attaques de Seichi avec un niveau de magie assez raffiné, notre protagoniste contre-attaque sans relâche, utilisant toutes les compétences qu'il a apprises au cours de ces derniers mois. Elles ne sont peut-être pas les plus puissantes, mais ensemble, elles prouvent qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à Zaira, recevant une blessure foudroyante. C'est ainsi qu'il vainc le grand squelette, mais la gorille est dans un état critique. Et elle regrette de ne pas avoir pu être avec son mari. C'est pourquoi Seichi décide de lui donner un dernier baiser, qui, de façon très commode, la transforme en la belle jeune fille du début. C'est ainsi qu'ensemble, ils reçoivent les récompenses du boss, assez généreuses, qui lui permettent enfin de monter de niveau et d'obtenir un physique parfait. Il lui change même le visage et la voix, formant ainsi le protagoniste qui va tout déchirer. Dans cette aventure, ce mouton apparaît comme intermédiaire entre les niveaux et annonce au protagoniste les dangers qui l'attendent à la lisière de la forêt. Alors il offre un cadeau au protagoniste, une cape, et à la fille, une robe simple, qui monteront de niveau avec leur porteur. Cependant, son Ichi ne tarde pas à se rendre compte qu'apparemment, ce ne sera finalement pas aussi difficile qu'il le croyait, car il est très fort pour ce monde. Mais bon, il rejoint quand même la guilde des aventuriers, où les maîtres lui demandent de passer un examen d'entrée avec cette fille appelée Altria. Au début, elle semble être une mauvaise personne, mais on découvre rapidement qu'elle cherche seulement à ne pas blesser les gens à cause de la malchance qui la poursuit. Donc, dès qu'elle parvient à créer un certain lien avec les protagonistes, elle réussit à s'ouvrir à eux et à leur faire davantage confiance.
Bien sûr, elle passe l'examen comme l'exige la guilde, où les deux se distinguent. Mais surtout le protagoniste, montrant une résistance exagérée à tout ce qui concerne la force et la magie, comme s'il avait toujours une longueur d'avance. Là où les choses se compliquent vraiment, c'est lorsqu'il tombe dans un piège très suspect qui les conduit dans un donjon rempli de pièges. Et c'est là que les chemins de l'instructrice et des protagonistes sont séparés par un mur. Évidemment, la fille, avec sa malchance, rencontre tous les ennemis et dangers, tandis que Seishi obtient des objets et améliore ses statistiques. Bien sûr, quand il sent que la fille est en danger, il décide de partir à sa recherche, car elle finit par tomber sur le boss de la zone, qui est, selon les humains, le terrible dragon noir. Une bête redoutable qui met pratiquement la fille hors d'état de nuire avant qu'elle ne puisse lui infliger la moindre égratignure. C'est alors que le protagoniste, détruisant tout sur son passage, fait une apparition épique pour sauver la fille. Et ce n'est pas tout, il affronte le légendaire dragon noir, risquant sa propre vie. C'est une vraie bête. Niveau 5000, mais comme nous l'avons vu, les chiffres ne correspondent généralement pas. Donc oui, c'est une bête redoutable, puisqu'il parvient à le blesser à plusieurs reprises. Mais lorsqu'il prend confiance, il a recours à ses techniques et compétences acquises. C'est là que le combat prend une tournure différente et que le dragon finit par être vaincu par la même épée que Seishi avait utilisée lorsqu'il était plus faible. Ici, ils réclament leur récompense en obtenant énormément de points de puissance. Ce que le protagoniste sait le rend beaucoup trop puissant. Ici, on nous donne un peu d'histoire, où l'idée principale est que les démons ne sont pas vraiment les méchants de l'histoire, car ils se rebellent contre les humains. Après qu'ils aient voulu utiliser leurs souvenirs, comme par exemple celui de ce dragon que nous venons de voir, ils voulaient lui voler ses écailles. Et lorsque les démons ont refusé de se laisser humilier, l'empereur humain n'a rien trouvé de mieux à faire que d'invoquer des héros pour mener les batailles qu'ils ne pouvaient pas, tout en affirmant que les démons étaient des bêtes immorales. Ici, ils sortent de l'endroit où la jeune fille commence à se blâmer elle-même et sa malchance. Cela dit, le protagoniste passe tout le trajet à lui dire qu'elle est plus importante qu'elle ne le pense elle-même. Il y a des gens de la guilde qui tiennent à elle. Et Seishi ne se repose pas tant qu'il ne parvient pas à la convaincre que, malgré sa malchance, elle aura toujours des gens autour d'elle. Il décide donc de l'aider en lui donnant une bague qui annule sa malchance. Ainsi, au moins, ce qui lui arrive dépendra d'elle, et non d'une statistique. Au final, Seishi embrouille la jeune fille avec tout ce qu'il fait pour elle, ce qui fait qu'Altria commence à se sentir étrange et à l'éviter. Donc bien que cela l'inquiète, il met ce sujet de côté. Désormais membre de la guilde, il cherche des informations sur son nouveau monde. Il se rend compte que les héros invoqués pour tuer le roi démon sont dirigés par l'empereur de ces royaumes, qui est en gros un type égoïste qui ferait tout ce qu'il faut pour éliminer les démons. Peu importe la méthode qu'il doit utiliser, et comme on le voit un peu plus tard, c'est ce qui finit par arriver avec des bracelets de contrôle mental. Pour l'instant, le protagoniste continue de faire son truc, apprend plus de magie intermédiaire et fait une pause pour réfléchir à Altria. Au même moment, elle se retrouve avec ses sentiments confus que son ami lui explique être de l'amour, tandis que le protagoniste se rend compte qu'il doit clarifier les choses. Qu'il accepte ou rejette ses sentiments, il ne peut la laisser ainsi. C'est pourquoi il se retrouve. Avant que Seishi parle, la fille le serre dans ses bras et lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas sérieux, car il a Zaira, mais elle l'aime quand même et veut rester avec lui. Donc, avec le consentement de Zaira, le protagoniste finit par accepter les deux filles comme compagnes. On va dire ça comme ça. Tout se calme pour le moment, jusqu'à ce que le maître de la guilde propose à Seishi d'obtenir un cheval. Cela lui sera très utile en tant qu'aventurier. Donc, après quelques difficultés, il parvient à trouver cet âne pas très aimable, mais qui semble très résistant. Il décide donc de s'inscrire avec elle pour essayer d'obtenir au moins un prix au grand tournoi de la ville. Mais dès le début, les choses tournent mal avec un animal très mal nourri. Il décide donc de lui donner un fruit de l'évolution, qui non seulement l'active, mais augmente toutes ses statistiques, gagnant ainsi beaucoup de vitesse et éliminant tous les concurrents et obstacles qui pouvaient se trouver sur le chemin. Ils finissent donc par gagner la course, obtenant la reconnaissance et la possibilité de passer une journée avec les Valkyries, disons les guerrières les plus fortes de ce royaume. Pendant ce temps, Lulune, c'est-à-dire l'âne, après avoir mangé le fruit de l'évolution, finit par devenir une fille humaine attachée au protagoniste. Donc Seishi a déjà le record de 3 filles qui l'accompagnent et avec qui il partage des moments normalement. Jusqu'à ce que les Valkyries l'emmènent visiter le château du roi,
où il peut voir à quel point ces femmes sont habiles. Celle qui se distingue le plus est Loïs, la plus puissante de toutes, qui, pour une raison quelconque, finit par défier Seishi, où il pense qu'il n'a aucune chance. Mais nous savons que les statistiques peuvent être trompeuses. Non seulement il esquive toutes les attaques, mais il lui arrache aussi son épée, gagnant ainsi le respect de la jeune fille en étant le premier à y parvenir. Ici, nous entrons dans le royaume des démons, où leur apparence n'est pas aussi mauvaise que le disent les humains. En fait, tous leurs chefs obéissent aux ordres de cette petite fille qui cherche la paix avec les humains, ce qui est évidemment la dernière chose que souhaite le méchant empereur. Ainsi, avec l'aide d'un infiltré chez les démons, il envoie un assassin dans le royaume où se trouve le protagoniste pour attaquer le roi. Cette fille finit par être capturée par Seishi lui-même, mais le crime a déjà été commis et le roi est dans un état très grave. Le protagoniste, grâce à ses connaissances récentes, guérit une blessure mortelle, laissant le roi presque indemne et devenant son allié. Pendant ce temps, en contraste, ses compagnons sont de plus en plus traités comme des esclaves par l'empereur. Ne veut plus qu'une chose, qu'ils soient prêts à être envoyés mourir face aux démons. C'est pourquoi il décide de les préparer dans une académie bien plus exigeante, appartenant au mage Barnabus, une légende dans ces contrées. Mais bon, ici je voudrais clarifier un peu le Lord Auriga, ou la petite tueuse. En effet, l'infiltré et l'empereur l'ont prise d'une ancienne race qu'ils ont eux-mêmes menée à l'extinction. Ils n'ont laissé que les plus petits afin qu'ils soient entraînés et servent le vieux maléfique. Donc, c'est simplement une fille victime des intérêts des autres. Alors le prota enlève le collier de la fille, qui le remercie beaucoup, la laissant se reposer, et c'est là que le prota retrouve toutes les filles. Profitant du fait qu'elles sont avec les Valkyries, ils s'entraînent un peu, mais de façon urgente. Loïs demande à Seishi de s'occuper de la protection du roi, car des alliés des bêtes sont apparus à la frontière du royaume et ils doivent s'en occuper rapidement. Il finit par accepter et au début, tout se passe bien. Il rencontre même le légendaire Barnabus et passe du temps avec le roi, mais une alliée des démons envoyée par l'infiltré apparaît. Ceux-ci sont d'un niveau bien supérieur à ce que le royaume peut offrir. Cependant, cela ne les empêche pas de se préparer à l'attaque et de commencer à défendre leurs terres. Et curieusement, les alliés parviennent à le faire. Non seulement ils gardent le contrôle de la situation, mais ils contre-attaquent aussi, chacun démontrant sa spécialité et le type de pouvoir qui les avantage. Cependant, l'ennemi avait préparé une deuxième vague qui attaque par l'arrière et oblige Seishi à entrer dans la bataille. Et pas de n'importe quelle manière, littéralement, en utilisant ses compétences de zone qui finissent par le faire passer pour la véritable légende du royaume. Il libère une grande quantité de magie qui élimine tout le monde, même l'un des éclairs atteint l'infiltré, mettant complètement fin au combat et acquérant un nombre incalculable de pouvoirs. Même Barnabas lui dit qu'il pourrait facilement devenir professeur dans son école, qui curieusement est la même où se trouvent tous ses camarades. Il va donc revoir ceux qui le discriminaient, car il était le plus faible. C'est ainsi qu'une nouvelle aventure commence pour Seishi, désormais entouré d'un harem de filles et avec une apparence qui surprendra ses connaissances. C'est ainsi qu'il fait ses adieux au royaume, entamant un voyage pour découvrir quel sera le prochain mouvement de l'empereur. Un isekai assez classique, avec les clichés habituels et malheureusement sans deuxième saison. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, j'espère que vous avez aimé le résumé, et si vous voulez plus d'isekai, faites-le savoir dans les commentaires. Adios. Essaie d'imaginer qu'un jour, l'une des divinités les plus puissantes de la mythologie mésoaméricaine décide d'anéantir des populations entières en utilisant ses démons, puisqu'il s'agit du dieu de la mort. Et même si les humains essaient tout ce qu'ils peuvent pour que leur dieu céleste les aide, ce n'est pas suffisant. Et tout ce chaos se termine par un sacrifice massif qui donne encore plus de pouvoir au roi des enfers, brisant l'équilibre qui existait entre les divinités. Ainsi, afin de ne pas donner plus de pouvoir à cet être, le dieu céleste, Tezcatlipoca, décide que le mieux est de mettre fin à ces sacrifices, c'est-à-dire aux humains, et de tout recommencer. Cependant, le grand Quetzalcoatl garde encore espoir en l'humanité et fait une proposition à son rival. Un pari dans lequel le serpent à plumes aura un humain faible comme champion qui sauvera le monde. Selon qu'il y parvienne ou non, le dieu perdant devra remettre tous ses sacrifices à l'autre, le condamnant à mourir de faim. C'est ainsi que nous retrouvons maintenant ce garçon nommé Isel, qui mène une belle vie avec sa sœur et son père. Cependant, bien qu'ils soient de bons enfants, le protagoniste est choisi comme sacrifice au dieu
dans ce chaos qui se produit. Cependant, sa sœur décide de prendre sa place, sans hésiter, ce que le protagoniste apprend assez tard, et la seule chose qu'il peut faire est un sacrifice à son dieu. Cependant, il n'est pas assez courageux, et il finit par assister au sacrifice de sa sœur, ce qui lui impose un fardeau si lourd qu'il en vient à se donner la mort. Mais ici, Justo est sauvé par un émissaire de Tezcatlipoca qui veillera à ce que le pari soit légal et guidera l'enfant nommé Yedul. Et qui lui explique que sa mission est de fermer les 5 portes qui laissent entrer les démons de l'inframonde et leur chef, se rendant compte de la personnalité pleurnicharde d'Isel qui essaie de s'enfuir. Mais ici, un peu plus loin, il aperçoit un instant le cadavre de sa sœur rôdant dans les environs comme une entité. En tentant de la suivre, il découvre une dague. Un peu curieux, mais il y a aussi un démon qui veut le dévorer, nous montrant qu'il n'a plus tellement envie de mourir puisqu'ils arrivent justement à l'endroit où il doit fermer la première porte. Et en utilisant sa nouvelle arme, qui se nourrit de sang, avec un peu de chance, il parvient aussi à forcer les leviers qui ferment la porte, éliminant ainsi l'ennemi. Donc, sa seule condition pour continuer tout cela, c'est que les dieux lui ramènent sa sœur, ce que même Yedul ne peut pas promettre. Mais c'est possible en commençant l'aventure assez compliquée de ces deux-là vers la cité Maya, où le protagoniste doit chercher une relique pour trouver les 4 portes restantes. Mais il finit par tomber sur son père, qu'il a abandonné, lui et sa sœur. Bonne affaire, car après un bon drame qui n'aboutit à rien, puisque le père, bien qu'il soit désolé, ne sait pas quoi répondre au protagoniste. Il finit donc par rencontrer ses frères par alliance, qui sont des bêtes dans le sport local, et qui, malgré leur caractère compliqué, finissent par bien le traiter. Et il lui montre l'endroit où est gardée la balle sacrée, appartenant aux dieux jumeaux, qui étaient les prodiges du jeu de balle Maya. Cependant, en retirant cet objet de son lieu d'origine, tout commence à s'effondrer, ce que les jumeaux voient comme une occasion d'être libres. Enfin, ils laissent leur père, qui à ce moment-là essaie au moins de s'excuser auprès du protagoniste. Cependant, les frères s'attirent des ennuis avec les bêtes de la forêt. Isel, aidé de Yedul, les sauve car le protagoniste ne sait pas encore utiliser sa dague. Le vrai problème est que la relique appartient aux jumeaux et le protagoniste doit les emmener, ce qu'il refuse, mais le jaguar les y contraint. Cependant, la juste cité subit l'attaque du dieu de la mort. Ils espèrent seulement que leur père va bien, car ils l'ont abandonné. Le fait est qu'Isel découvre que cette fille l'espionne. Cependant, il s'avère que c'est une guerrière qui demande de l'aide pour son peuple. Cependant, l'équipe a une tâche bien plus importante, et ils la font fuir. Alors maintenant, en utilisant la balle, ils trouvent ce temple Maya où seuls les humains peuvent entrer. Cependant, une fois à l'intérieur, ils sont séparés par les plaques du lieu. Pendant ce temps, Yedul se trouve dans une autre zone en train d'invoquer Quetzalcoatl pour lui raconter les progrès de son champion, qui semble être souillé par la malédiction de l'inframonde, ce qui ne semble pas importer à son dieu. Et dans Abbé, au contraire, il lui raconte comment les divinités ont créé et détruit les humains 5 fois pour différentes raisons, comme les singes, qui ont été punis pour avoir perdu leur grâce en tant qu'humains. Donc se demander si une simple malédiction est un problème pour un dieu est sans importance. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se réveille dans ces boîtes, dont ils s'échappent sans problème. Mais en arrivant au fond de l'endroit, ils tombent sur ces crabes géants avec lesquels ils ne savent pas quoi faire. Jusqu'à ce que la fille nommée Siana réapparaisse et finisse par les aider, à condition qu'ils sauvent son village. Face à la situation, ils acceptent. Et même si elle ne s'avère pas non plus être la plus habile, avec l'aide du plan du protagoniste, ils finissent par attirer les bêtes qui se dévorent entre elles dans un piège où elles sont écrasées. En plus de leur ouvrir la porte de cette zone, désormais ornée d'un motif sur les leviers et nécessitant une personne de plus. Malgré tout, Isel se débrouille et avant l'arrivée d'autres ennemis, sauve la situation. Ils se retrouvent ensuite face au jaguar. Peu ravi qu'une autre fille les accompagne et qu'on lui révèle le plan, le protagoniste tient malgré tout sa promesse. Heureusement, leur prochaine destination est la ville de celle-ci. Cependant, c'est à ce moment-là qu'ils sont attaqués par des singes, qui leur volent leur nourriture, déclenchant un drame où ils commencent à se dire des choses personnelles qui finissent par concerner Isel, poussant sans le vouloir June, le seul qui essayait de calmer les choses. Ainsi, après que tout le monde panique, cette sorcière apparaît et, heureusement, apaise sa douleur. Et elle leur demande de trouver une créature appelée Axolotl pour préparer un médicament avant qu'elle ne meure, alors ils se dirigent vers le lac, tandis que l'ambiance devient de plus en plus tendue. Vers 5 heures, des salamandres apparaissent, pensant qu'il s'agit de la créature qu'ils cherchent. Cependant, celle-ci est bien plus remarquable. Et elle les observe. En fait, la jeune fille n'en peut plus et essaie d'emmener Isel pour qu'il l'aide avec son village. Le protagoniste ne peut cependant laisser Kim aux bêtes qui arrivent et risque sa vie pour le sauver. L'axolotl finit par les accompagner tandis que le protagoniste élabore un plan et utilise la rage de Kim pour rendre ses attaques
plus puissante. Et en laissant le reste à la propre nature de ces singes, avec l'aide de sa propre dague, il finit par porter le coup final au chef de la meute. Ils arrivent chez la sorcière, mais qui n'a pas mangé le blessé ni eu besoin de l'axolotl pour le sauver, et le soigne sans difficulté. Et en effet, la relation de toute l'équipe s'améliore, qui compte maintenant sur Meke, qui s'avère être une créature capable de se téléporter. Cependant, par inattention, ils n'atterrissent pas dans la ville de Shana, mais dans une culture très différente. Comme cet endroit traverse justement un coup d'État, ils sont accusés et emprisonnés. Belle opportunité, bonne nouvelle, il y a aussi une porte à fermer ici. Mauvaise nouvelle, mais que s'est échappé. Cependant, Shana, la jeune assistante du chef disparu, apparaît et, pour une raison quelconque, fait confiance aux paroles du protagoniste. Puisque son maître avait beaucoup d'ennemis et qu'ils viennent d'ailleurs, cela n'aurait aucun sens. Cependant, elle veut quitter la ville, donc elle va essayer de les aider avant qu'ils ne soient tués. C'est pourquoi Shana s'échappe sous sa forme de lézard, car pour une raison quelconque, elle est maudite. En fait, pendant qu'elle cherche Meke, Shana essaie de libérer l'équipe, mais le nouveau chef la découvre et l'enferme pour hérésie, à moins qu'elle n'avoue. Cependant, elle a ses propres raisons et traumatismes, comme la mort de son frère et les abus de son propre maître. Il ne reste donc plus qu'au protagoniste de s'en charger, en assommant le type et en se dirigeant vers les tunnels qui les mèneront à la porte suivante. Mais pas avant de tomber sur ce gardien chauve-souris qui les attaque, mais qui finit par être éliminé par le chef lui-même qui est entré dans l'endroit. Pendant ce temps, l'équipe de 5 personnes peut fermer la porte sans problème. Cela démontre que les dieux ont conçu les entraînes pour que ce soit le travail d'équipe des humains. Cependant, après cela, l'endroit commence à se détruire. Et c'est là que la petite Shana utilise pour la première fois les ailes de son clan, ce qui surprend le chef qui finit par mourir. Pendant que Meke s'occupe de les mettre en sécurité. Quelques secondes plus tard, Jaydul le dévore, ce qui rend la créature incontrôlable, et elle commence à les emmener dans des endroits reculés. Et lorsque Meke n'a plus de force, ils se retrouvent dans les enfers, alors ils doivent trouver un moyen de s'échapper de cet endroit. Cependant, à cause de l'attaque des divinités, leurs chemins se séparent, et c'est Shana qui se retrouve avec le protagoniste. Ce dernier pense maintenant qu'il peut retrouver sa sœur dans cet endroit, et ne veut pas partir, ce qui crée des tensions entre eux deux, tandis que Jaydul, qui ne peut pas entrer dans les enfers, reçoit la visite de Tezcatlipoca. Constatant les progrès du protagoniste, il refuse de perdre son pari et lui ordonne de l'empêcher d'accomplir sa mission si besoin. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se trouve dans un autre endroit, où ils profitent de l'originale zone de jeu des dieux jumeaux. Cependant, par inadvertance, ils finissent par être engloutis par cette obscurité qui leur vole leur vitalité. Pendant ce temps, le protagoniste commence à voir sa sœur errer dans les environs, et il décide de la suivre sans se soucier de rien. De plus, Siana ne peut pas le suivre, car sa malédiction est justement en train de l'attaquer. La surprise, c'est que la volonté des jumeaux est très forte. Ils parviennent à échapper à l'obscurité et retrouvent Siana, avec la mission de chercher le protagoniste, qui a bien retrouvé sa sœur. Cependant, il s'agissait du piège d'un démon. De cet endroit, toute l'équipe s'unit pour l'aider, comprenant que dans ce lieu, il n'obtiendra rien. Cependant, avant d'atteindre la sortie, ils sont capturés par la déesse des os qui semblait vouloir les tuer. Mais il s'avère qu'il s'agit de la même sorcière de la forêt qui les laisse s'échapper avec l'aide de Meke, les conduisant enfin jusqu'aux ruines de la ville de Siana. Il s'avère que c'est la jeune fille que nous avons vue au début de la série, car ses parents ont été capturés. Cependant, cette jeune fille leur explique que l'endroit possède 6 portes, la plupart autour et une au centre, qu'elle décide de visiter. Avec le protagoniste. Tout cela est très suspect puisqu'elle laisse les jumeaux s'occuper des 5 autres avec leurs balles. Ici, nous découvrons les souvenirs de Siana qui, après avoir perdu sa famille, retrouve un vieil ami. Ensemble, ils reviennent sur les ruines de sa maison où elle prend les armes pour se venger. Actuellement, en avançant vers le centre de la porte, ils ne sont pas attaqués et l'aide de Siana permet aux frères d'améliorer leur tir sur les leviers. Mais ici, les souvenirs ne s'arrêtent pas. Et quand Siana parvient à retrouver l'auteur de tout le chaos que sa famille a traversé, celui-ci ne laisse même pas un instant de répit à son ami et elle décide de le défier en duel, ce qu'il accepte uniquement parce que sa femme le lui demande. La déesse des os. En tout cas, la fille n'a aucune chance. Et Dieu lui offre une chance de retrouver ses parents si elle lui apporte le champion des dieux célestes grâce à sa malédiction. Donc oui, Eisei est complètement tombé dans le piège du dieu de la mort. Cependant ici, justement, les jumeaux commencent à bloquer la porte, se rendant compte que Siana leur a menti. Cependant, il est déjà trop tard, car même Jaydul ne peut pas le sauver à cette distance. Cependant, maintenant que la porte se ferme, la mort ne va pas tenir sa part du marché avec Siana, ce qui fait que la fille regrette et fait gagner un peu de temps au protagoniste, qui finit par être sauvé par Shana, qui décide d'utiliser à nouveau
ses ailes rouges. Cependant, même s'ils peuvent s'échapper, ils ont la mort à leur trousse, qui essaie maintenant de sortir des enfers. Cependant, c'est justement ici que la sorcière de la forêt apparaît, ou plutôt son épouse, pour s'assurer qu'il meurt à cause des plantes près de la porte, la laissant comme successeur. Et maintenant, avec la motivation d'éliminer les protagonistes, puisqu'elle a besoin que la dernière porte reste ouverte. Alors Yeidul leur fait gagner un peu de temps, mais maintenant ils sont en grand danger. C'est donc seulement par chance qu'ils atteignent San Pueblo, protégés par Tezcatlipoca, qui leur donne nourriture et abri contre le mal. Cependant, le drame n'est jamais loin, et ici, face à tous les problèmes, le protagoniste commence à se blâmer pour tout. Heureusement, ses amis étaient le soutien dont il avait besoin. Il finit par organiser son après-midi avec les habitants du village, très chaleureux et sympathiques. Mais les ennuis arrivent la nuit, lorsque Yeidul patrouille dans la zone et se rend compte que la déesse des os rôde dans les environs. Et elle semble avoir un intérêt particulier pour le jaguar, et en voyant que son protégé est celui qui le retient, elle décide d'envoyer ses étoiles attaquer le village. Ce sont surtout des créatures diaboliques qui massacrent les innocents, laissant les protagonistes impuissants et traumatisés par ces événements. En fait, quelqu'un reçoit une blessure mortelle, car le jaguar ne peut pas tous les protéger. Donc la seule issue, c'est Shanna, qui peut utiliser le transfert de son peuple en donnant la vitalité du chef mourant à son ami. C'est déjà terrible, mais pas autant que ce que voit le protagoniste, qui tente d'attaquer impulsivement, mais avant qu'il ne puisse sauver quelqu'un. Son équipe et Shanna, qui arrivent à nouveau pour aider, savant qu'ils n'ont aucune chance et font ce qu'ils peuvent pour s'échapper. En voyant l'emplacement de la dernière porte, ils utilisent Meke, qui dépense toute son énergie pour les mettre en sécurité. Cependant, avec Izel, qui finit grièvement blessée, c'est donc Yeidul qui décide de lui transférer une partie de sa vitalité. Un processus douloureux pour tous, mais qui renforce la relation du duo. Les autres ne vont pas très bien, car une fois dans cette sentinelle, la tension monte. Shanna revient dans l'équipe comme si de rien n'était. C'est pourquoi ils finissent dans un trou, rallongeant le trajet pour une partie de l'équipe, et se font poursuivre par une créature en forme de requin. Pendant ce temps, Issei, Izel et Yeidul sont sur le point d'arriver à la porte. Et, fait important, sans que le jaguar ne réponde à aucune de leurs questions sur ce qui se passe. Ils trouvent donc l'endroit avec un seul levier, assez facile. Cependant, la sorcière les attendait-elle ? Et même si Yeidul finit inconscient, le protagoniste parvient à atteindre l'autel, où la divinité ne peut pas passer. Pendant ce temps, les autres, réalisant que chacun aurait agi ainsi pour sauver sa famille, finissent par améliorer l'ambiance et échappent à la bête, rejoignant le protagoniste, qui entend la déesse lui dire qu'elle peut répondre à ses questions auxquelles personne ne lui répond, et que même Yeidul ne peut pas nier. Nous avons donc la révélation de tout, car il y a très longtemps, dans cette petite communauté affamée, l'arrivée d'un nouveau-né. Elle a servi d'offrande au dieu de la mort, qui a décidé de la prendre pour épouse, lui donnant le titre de déesse des os, avec tout le pouvoir qui lui revient. Cependant, la jeune fille n'arrive pas à s'adapter, et à mesure qu'elle grandit, elle ressent de plus en plus de curiosité pour le monde humain auquel elle appartient. Alors un jour, elle s'enfuit avec son gardien. Cependant, la mort s'en rend compte et essaie de l'arrêter. Pourtant, les deux partagent un lien qui les empêche de se faire du mal. Ainsi, la jeune fille a au moins obtenu la permission de rendre visite aux humains de temps en temps, ce dont elle a profité pour découvrir toutes sortes de coutumes humaines. Même les expals, car lors de l'une des réunions Maya classiques, elle a rencontré un champion qui portait même le nom de son dieu, le représentant. Ainsi, la jeune fille a commencé à passer beaucoup de temps avec lui, découvrant que son vrai nom est bien Yeidul. Ainsi, une relation qui n'aurait jamais dû naître entre un dieu et un humain a commencé à changer la divinité, qui pensait tout le temps à son bien-aimé. Son mari remarquait ces détails sans y accorder d'importance, la traitant plutôt comme une esclave. Chaque moment avec le champion était donc pour elle le meilleur, au point que, malgré leur rôle et leurs tâches, ils n'allaient pas abandonner cet amour. C'est pourquoi Yeidul, comme le veut une coutume maya, finit par être sacrifiée afin de pouvoir retrouver la déesse dans la mort. Cependant, même si elle l'a attendu longtemps, il s'avère que Tezcatlipoca, qui était chargé de prendre Yeidul, lui a interdit de voir la jeune fille. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Mais le dieu en est venu à effacer les souvenirs de son émissaire, en plus de le transformer en jaguar, comme punition pour la déesse. Dès lors, elle a juré de se venger de quiconque interférerait avec son amour. Et c'est elle qui a causé le chaos parmi les dieux, incitant son mari à créer tout le désordre que nous avons déjà vu. Pour ces divinités, tout n'est qu'un jeu, puisque Quetzalcoatl lui-même lui a donné l'option que, si elle protégeait le protagoniste pendant sa mission, elle pourrait le tuer avant de fermer la dernière porte. Des souvenirs que Yeidul récupère instantanément. Cependant, même si elle veut tout recommencer,
Tout l'amour que l'ancien guerrier ressentait pour elle a changé. Il ne peut désormais qu'aider le protagoniste à prendre sa décision, c'est-à-dire fermer la porte. Cependant, ici, la déesse libère tout son pouvoir, ce qui pousse l'équipe à essayer de lui faire gagner un peu de temps. Mais la femme est très puissante. Cependant, la contention de Shanna lui retire beaucoup de pouvoir, ce qui rapproche les protagonistes de la victoire. Car Iselle utilise enfin sa dague comme un prodige. Au moment où le prota va fermer la dernière porte, l'ennemi prend son équipe en otage pour le faire douter. Mais il a tant vécu qu'il ne se laisse pas manipuler. Et il invoque par le sang les deux dieux derrière le pari, pour lesquels ce que fera le prota déterminera leur victoire. Cependant, en comprenant que tout cela reste un jeu pour eux, ces dieux décident de ne rien conclure, condamnant le dieu qu'il a nommé champion à la famine et s'enfuyant avec tout le monde. Grâce à Méké, pour qu'ici, au moins, il ait la chance de se battre en tant qu'humain et non comme un jouet des dieux. Laissant ainsi Quetzalcoatl sans une grande partie de sa vitalité et un Tezcatlipoca avec un grand désir d'anéantir complètement l'humanité. Se vengeant sur Yeidul, même si les perdants ne resteront pas les bras croisés. Et après que la reine ait continué à pardonner à son jaguar, il propose d'aider pour que l'humanité ne se perde pas, car des personnalités comme celle du prota en valent encore la peine. C'est pourquoi nos protagonistes sont en route pour devenir les guerriers qui ont sauvé l'humanité. Nous découvrons alors que l'oiseau surveillant le prota était l'esprit de sa sœur. Ainsi se conclut cette série, à laquelle il faut vraiment donner une chance. Les perdants aux perdants. L'histoire la plus compliquée que je vais résumer sur cette chaîne ne nous plonge pas cette fois dans un monde fantastique. Tout ce qu'il y a de plus commun avec toutes ces espèces typiques, des fées, des bêtes jusqu'aux démons. Cependant, cette fois, il ne s'agit pas du parcours d'un héros. Nous avons simplement une ville normale et ses bordels, poésie. Ils regroupent toutes les races que l'on trouve dans ce monde. C'est ici que font leur grande entrée nos protagonistes, Stoon, l'humain, et Cell, l'elfe. Ceux-ci passent leur journée à profiter de toutes sortes de filles, chaque personnage cherchant son cadeau de Noël, chacun avec ses goûts particuliers, car l'un préfère l'apparence. Peu importe que ces races puissent avoir des milliers d'années, et l'autre se contente d'humaines qui ont une bonne énergie ou du mana. Des sujets qui les mènent à un grand débat. Laquelle est la meilleure? Accompagnés par d'autres aventuriers qui arrivent à la taverne où ils sont très bien servis par la gentille Médry et où ils passent la plupart de leur temps. Mais le duo principal est aussi très habile au combat en tant que guerrier, car le lendemain, ils sauvent ce petit ange qui, après être tombé du ciel, leur demande de le laisser rester avec eux le temps de se rétablir. Cependant, même s'ils acceptent, Crane se retrouve confronté à des camarades qui commencent à le corrompre en visitant différents bordels et en laissant leurs expériences par écrit. C'est important car ces critiques Sandos sont désormais lues par d'autres aventuriers, qui peuvent ainsi choisir la meilleure option correspondant à leurs attentes. Et cela conduit le duo à connaître un succès important. Il continue donc avec ce nouveau travail, dans lequel il cherche des fils moins connus, comme les races de tentacules ou les fils oiseaux. Il détaille jusqu'à la moindre des bonnes et des mauvaises choses, tout en nous montrant tout le processus de manière très explicite. Pendant ce temps, le petit Crane se retrouve plongé dans ce nouveau monde, où il va même perdre sa virginité. Enfin, une de ses virginités, puisqu'il s'agit d'une hermaphrodite. En fait, il finit aussi par aider à rédiger les critiques, en leur donnant une note selon le niveau de plaisir, ce qui les rend de plus en plus connus avec le temps. C'est donc le travail parfait pour deux pervers et un en devenir. Maintenant, ils décident de visiter le putain de lupanar des fées. Cependant, en raison de la capacité de ses filles, la propriétaire de l'endroit procède à une mesure des membres, afin de pouvoir proposer différentes options aux clients. Comme Stun est humain, il a droit aux deux plus grandes fées, tandis que Cell a un catalogue un peu plus large grâce à sa taille moyenne. Et Kasha, qui grâce à sa petite taille, peut être avec n'importe quelle fée. Mais la surprise vient de Crime, qui a littéralement une troisième jambe et qui ne peut être avec aucune fille. Ainsi, chacun profite de son expérience pour écrire ses critiques, où certains ont apprécié, d'autres se sont sentis déprimés. Mais cela s'est terminé par une information précieuse pour ceux qui se sentent mal à l'aise à cause de la taille. Mais bon, quelques jours plus tard, vient le moment des élections d'une nouvelle race qui gouvernera le royaume. Et les démons ont toujours été méprisés et cherchent à augmenter la popularité de leur espèce. Donc Picoro est envoyé pour convaincre l'équipe de faire une critique honnête des prostituées des démons. Et même si les protagonistes s'engagent à le faire juste avant d'arriver, ils sont attirés par les filles vaches qui traînaient dans le coin. Et grâce à son corps de rêve, elle finit aussi par recevoir une critique détaillée et assez explicite,
Et comme il ne pouvait en être autrement, cela se termine par un succès. Le problème, c'est qu'après, la meilleure idée qu'ils trouvent est d'essayer maintenant en changeant de genre, grâce à une potion avec laquelle ils peuvent maintenant essayer avec quelques filles. Mais les seules disponibles pour cette tâche se révèlent être assez dominantes, et le résultat n'est pas très bon pour les protagonistes. Cela dit, Crémy, grâce à son double genre, finit par en profiter pas mal. Et c'est le seul qui lui donne une bonne note, car en général, il obtient une mauvaise moyenne. Alors ils poursuivent leurs recherches, trouvant un endroit dont personne ne parle, et qui semble être moins cher que la concurrence. En plus, le temps passé avec les filles est très illimité. Cependant, il y a une raison à cela. La race de cet endroit descend des succubes, donc alors que dans les autres maisons closes, la fille a un petit pourcentage de succubes. Celles de cet endroit sont des maniaques qui profitent de leurs clients pour satisfaire leurs désirs. Donc, ceux qui décident d'entrer finissent pratiquement morts, puisque même la race la plus forte n'a pas pu tenir face à ces filles. Alors, après avoir laissé un avis moyen pour cet endroit, il décide de faire une pause et d'escorter Krim, qui, grâce à son travail à la taverne, doit obtenir des pierres volcaniques. Il nous montre à nouveau les grandes compétences de l'elfe, mais surtout de Stone, qui est un prodige à l'épée depuis son enfance. Cela ne les arrête pas pour autant, et dès qu'ils terminent la mission, ils cherchent l'endroit le plus proche pour s'amuser, trouvant une zone de restauration où l'on propose toutes sortes de services. Et cela entraîne de plus en plus Krim dans ce monde pervers, surtout maintenant avec le succès de la critique. C'est pourquoi ils sont recherchés par une fille qui les paie à l'avance. Une critique pour la race des cyclopes, qui dispose d'un sélecteur de taille chez les filles. L'équipe s'imaginait donc déjà toutes sortes de choses. Et il s'avère qu'il s'agit de la taille des yeux, ce qui finit par être une déception, car à part leur grand œil, ce sont des filles normales. Malgré tout, maintenant son avis compte. Et cela rien qu'avec cette critique. Beaucoup de gens décident de chercher l'endroit, donnant ainsi plus de popularité aux cyclopes, et la cliente qui les a engagés est satisfaite. Après leur mission, ils s'enfoncent dans la forêt et découvrent la zone des filles champignons. C'est un bon endroit, car leur patronne choisit toujours le bon type de fille pour chaque client, l'humain ayant des goûts plutôt normaux, disons. Pendant que celle profite d'une créature fantastique, Krim, quant à lui, se rend compte seulement maintenant qu'il aimait aussi les filles soumises. Car dès qu'il a le petit champignon, cela réveille en lui des instincts qu'il ne connaissait pas et qui, au final, le laissent plus que satisfait. Tout comme les autres qui semblent avoir beaucoup apprécié leur nuit, au point de laisser la critique la plus positive depuis qu'ils ont commencé dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'après quelques jours, essayer toujours les mêmes races commence à ennuyer l'équipe. Et c'est Médry elle-même qui leur conseille de simplement choisir la race suivante, qui entre dans la taverne avec une telle malchance qu'un grand golem robuste et assez grincheux finit par arriver, ce dont la jeune fille se moque. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, ce n'était pas aussi mauvais qu'ils le pensaient, car cette espèce a un certain lien de parenté avec les cyborgs. Donc, le bordel est rempli de femmes que le client peut modeler selon ses goûts physiques, et je parle de n'importe quel détail. Le problème, c'est que Kanchal décide de recréer Médry, qui, à sa manière, est le fantasme de toute l'équipe. Donc cela se termine par une nuit où la fille est dans l'esprit de tout le monde, et encore plus quand elle l'apprend, alors ça finit en désastre pour tout le monde. Il lui suggère donc d'aller prendre un peu de lumière, mais Krim pensait passer un après-midi ensoleillé ou similaire. Et il finit par créer un bordel où les filles ont des tendances exhibitionnistes. Le tout sous certains de ces éclats de lumière pendant qu'elles le font dans un grand salon. Krim est donc le plus affecté par la situation, très mal à l'aise, tandis que les autres s'en fichent et attendent juste la nuit. Une situation qui, après avoir été critiquée, finit par beaucoup plaire aux lecteurs qui cherchent de nouvelles expériences à vivre. Mais ici, l'équipe n'en a pas fini avec Médry. Et en effet, ils se rendent compte qu'elle est justement dans sa période de ponte. Quelque chose que le groupe de pervers veut voir de ses propres yeux. Cependant, la fille les tuerait évidemment. Alors ils décident d'aller dans un endroit spécifique où de nombreuses espèces montrent leur période de fertilité. Le problème, c'est que les races choisies font certaines présentations qui n'étaient pas ce qu'ils attendaient. D'autant plus que leur type de public est assez étrange, faisant différentes choses qui ne vont pas du tout. Malgré tout, il reste encore un moment à explorer. Plus la fille pond d'œufs, cela signifie qu'elle a supporté différentes pressions dans son corps pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui semble être le plus attirant? Et c'est justement le cas de Médry. Mais avec elle, ils ne pourront que l'imaginer, alors ils décident de se distraire ailleurs, arrivant justement dans une zone de jeu de rôle. Ainsi, chaque fille s'adapte à un rôle.
tandis que le client s'amuse en menant l'histoire à sa façon. Et malgré tout, il passe un bon moment. Il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à bien s'intégrer et qui n'agissent pas de la meilleure façon, ce qui finit par faire baisser leurs notes dans la vie. Car sans le jeu de rôle, ce bordel n'aurait rien à offrir. Alors, cherchant un endroit plus agréable, il le trouve dans la zone où tout a commencé, et qui appartient, comme il ne peut en être autrement, aux succubes. 100% pur. C'est le genre de femme qui accepte n'importe quel fétiche ou fantasme que les protagonistes peuvent avoir, en échange d'un prix plutôt raisonnable. L'endroit qu'ils désirent tant, cependant, il y a un bémol. Ces filles sont des maniaques insatiables, que l'équipe finit par essayer et qu'elles ne perdent pas une seconde pour épuiser jusqu'à la dernière goutte d'énergie de leurs clients. Ce qui peut être un inconvénient pour de nombreux aventuriers, mais si la personne a du temps, c'est l'expérience la plus complète que l'on puisse avoir dans le quartier. Cependant ici, ils doivent poursuivre certaines tâches d'aventuriers, ce qui les éloigne des critiques car ils doivent accomplir des missions. Pour le comte Dracula lui-même, qui en guise de récompense leur indique comment se rendre à sa propre taverne qui est aussi un bordel. Donc, une chose en amène une autre. Et le problème, c'est que la zone est remplie de Dates, qui est la race la moins populaire du royaume. Parce qu'ils ont des squelettes zombies et même des spectres qui ont généralement une odeur assez désagréable. Même ainsi, les protagonistes ne laissent rien passer et, comme ils n'ont pas crime, qui est généralement le plus sensible, ils profitent d'une excellente nuit avec des créatures assez étranges, ce qui se termine par une bonne note pour un endroit comme celui-ci. Malgré tout, s'absenter trop longtemps finit par pousser beaucoup de personnes à en profiter pour faire leur propre critique. Face à cela, l'équipe ne peut pas faire grand-chose, même s'il s'agit de vulgaires copies. Ils se détendent donc simplement, et en fait, ils finissent par rencontrer des personnes assez excentriques parmi les nouvelles évaluations. Comme, par exemple, cette réalisatrice de films pour adultes qui raconte en détail les relations qu'entretiennent les personnages de ces films. Ou en découvrant qu'il y a des gens qui donnent la note parfaite à un bordel dans la métropole, alors il décide d'aller l'essayer, cette fois en emmenant Crime, qui semble maintenant avoir vraiment besoin de faire ses critiques. Ils commencent donc leur aventure, mais avant cela, pour régler un peu le problème des critiques. Ils engagent des messagères pour diffuser leur travail dans toutes les villes. Mais pour l'instant, ils arrivent à la métropole, où ils voient Bombay que le bordel parfait a la même fille pour tous ses clients, ou plutôt des clones d'elle. Donc pour l'instant, cela ne semble pas innovant du tout. Mais il s'avère que cette fille incarne la meilleure personnalité jamais vue, s'adaptant à son client selon ses goûts et ce qu'il rechercherait chez une femme. Ainsi, ils ont la liberté de vivre un fantasme pendant 3 jours, jusqu'à vivre l'expérience d'avoir une petite amie. Ainsi, l'équipe profite de ces 3 jours comme vous ne pouvez pas l'imaginer, en faisant tout un tas de choses, en vivant toutes sortes de situations qui incluent aussi passer un bon moment. Donc, quand leur rêve prend fin, ils n'ont d'autre choix que de donner 10 étoiles à l'endroit, de la part des protagonistes qui sont restés totalement satisfaits. Ainsi, cet avis est diffusé dans tous les recoins du royaume, où les dirigeants politiques, les magiciens ou même les guerriers arrêtent toute activité juste pour profiter des merveilles décrites par les aventuriers. Donc leur parole prend vraiment beaucoup d'importance. Cependant, dans la taverne apparaît un autre des nouveaux critiques, cette fois un incube, qui est littéralement un étalon dans tout ce qu'il touche. Le problème, c'est que ces critiques donnent toujours indice à la fille, ce qui fait perdre de la crédibilité et reste assez inoffensif pour les protagonistes, qui sont toujours sincères dans leurs avis. Alors ils laissent simplement passer et ignorent la situation. Profitant enfin de l'argent qu'ils ont gagné récemment, ils essaient de convaincre Crime d'abandonner son travail et de les rejoindre. Cependant, cette discussion dure tout l'après-midi pendant qu'ils passent le temps avec de la bière. Quand la nuit tombe, ils savent qu'ils doivent être accompagnés de femmes, et sans s'en rendre compte, ils finissent dans un établissement où les coûts sont assez élevés. Et le lendemain, l'addition finit par leur prendre tous leurs gains. Ils n'ont d'autre choix que d'accomplir des missions d'aventuriers où ils excellent, allant même jusqu'à stopper une guerre dans le royaume. Mais cela leur est totalement indifférent. Ils veulent juste rentrer en ville avec leur argent, se remémorant tous les endroits qu'ils ont visités. Et comme à la fin, ils n'ont jamais accepté la demande des démons,
Ils décident donc de se sacrifier et d'aller sur place. La surprise, c'est qu'avec leur nouveau statut de critique, ils sont accueillis comme des utilisateurs VIP et sont traités comme des stars par les femmes du lieu. En tant que démons, elles possèdent des choses intéressantes que les autres ignorent. Par exemple, elles peuvent être le meilleur choix si tu cherches une petite amie ou une épouse, car cette race respecte n'importe quel contrat, jusqu'à la mort. Ainsi, après avoir passé une nuit incroyable dans cet endroit, ils écrivent aussi un avis qui augmente la popularité de cette espèce en déclin, changeant la perspective des gens. Après tout le travail accompli pour les autres races, ils choisissent de finir l'année en le faisant une dernière fois avec la fille qu'ils ont préférée. Et même si cela semble impossible, avec tous les bordels pleins de monde, la chef des fées en remerciement pour la promotion précédente. Elle leur permet d'être avec une version de la fille qu'ils préfèrent, idéal pour que chacun puisse choisir sa préférée et faire tout ce qu'il veut. Lors d'une dernière nuit, où l'on nous détaille tout ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, avec le plus grand bonheur des protagonistes, nous terminons cette série assez amusante, que vous pouvez apprécier dans son intégralité. Parce que cette fois, beaucoup de contenu explicite a été omis. Alors vous savez, pour ma part, c'est tout. On se retrouve dans un prochain résumé. Y como dijo mi papá, los abandono.